le jeune sergent Joseph Pobéguin pensait sans doute vivre une nouvelle aventure très formatrice lorsqu'il a pris part à la mission Flatters. L'objectif de cette mission, repérer le tracé d'une future voie de chemin de fer entre le Maghreb et l'Afrique subsaharienne. Pourtant, en ce 15 février 1881, après déjà plus de 2 mois de marche dans le désert, ce Breton de 27 ans doit bien le reconnaître, la souffrance prend le pas sur toute autre considération. Comme les 90 hommes de l'expédition, il est assailli par la fatigue. Si l'on ne trouve pas assez vite une source d'eau, les conséquences s'annoncent tragiques. Seulement, le colonel Flatters, qui commande cette mission, affiche sa confiance de son côté. On lui a dit qu'il trouverait des puits dans le Hogar, et justement, le majestueux massif saharien se dresse déjà au loin. Encore quelques longues heures de marche dans le sable et la rocaille, et on y sera, se dit-il. Alors Joseph n'a pas le choix, il suit son chef, il s'efforce de garder le rythme sous ce soleil brûlant. Enfin, au prix d'efforts insurmontables, l'expédition atteint le mont Atakor. C'est le moment pour la dizaine de Français, pour la 50aine de tirailleurs algériens et la 30aine de chameliers, le moment d'installer leur camp. Puis, Flatters donne ses directives, il emmènera un petit détachement explorer les environs pendant qu'un groupe ira chercher de l'eau. Joseph, lui, restera au camp avec le reste des hommes. Pour le jeune Breton, garder les tentes n'est sans doute pas la mission la plus palpitante, mais on peut imaginer qu'il n'est pas mécontent de pouvoir souffler un peu. Il regarde donc les 2 autres groupes partir à l'assaut du Hogar. Ce que Joseph ne sait pas, c'est qu'en s'éloignant, ses camarades s'exposent à de grands dangers, car les Touaregs, les habitants du désert, n'entendent pas laisser une mission française bagnauder à son aise sur leur territoire. Alors que le colonel Flatters et sa petite escouade arrivent au puits, dans un oued qui se trouve assez loin du camp, ils ont la sensation qu'il se passe quelque chose d'anormal. Une menace sourde résonne dans le silence, quelques hommes prennent la fuite, Flatters regarde partout autour de lui, rien ne semble bouger, même si une étrange rumeur se fait maintenant entendre. Et soudain, des centaines de Touaregs apparaissent fièrement installés sur leurs montures, le visage enserré dans des étoffes. Ils ne cachent pas leurs intentions. Les voilà qui s'élancent dans la pente qui donne sur l'oued et tourbillonnent autour des hommes du colonel, pris au piège. Leurs lances vont faire des ravages. Flatters tente bien de contre-attaquer avec son pistolet, mais très vite, il manque de munitions, il est sans défense, impuissant, et à son tour, il tombe. Des membres du groupe chargé de la corvée d'eau, qui assistent à la scène de loin, même de très loin, tentent d'intervenir, mais eux aussi sont subjugués par la vitesse, par le nombre des adversaires, et finalement, les hommes restés en retrait comprennent qu'il n'y a pas d'alternative. Un tirailleur particulièrement réactif prend les choses en main et il va conduire une partie de la troupe au camp, et ce malgré le harcèlement des Touaregs sur une partie du chemin. Ainsi, Joseph voit revenir des hommes effrayés, accablés, en état de choc. Il est abasourdi. Flatters et l'un des principaux lieutenants sont donc morts. Le jeune Breton peine à accuser le coup. Le colonel était encore là, il y a quelques heures seulement, à donner des ordres, à discuter avec les tirailleurs. Alors il faut s'organiser sans lui, il faut se préparer contre une attaque probable, car il paraît à peu près certain que les Touaregs ne vont pas en rester là. Alors que le soleil se couche, les survivants de l'expédition, leurs armes bien en main, sont sur le qui-vive. Enfin, celui qui devient de fait le nouveau chef de la mission Flatters, il s'appelle le lieutenant de Dianou, réunit un conseil auquel Joseph va participer. Bien évidemment, on ne peut pas poursuivre la mission comme si de rien n'était. Une décision s'impose. Il y a 56 survivants. Eh bien, ils doivent rallier au plus vite une base amie, ce qui signifie rebrousser chemin, rentrer à Ouargla. On est donc à 75 jours de marche. Rien qu'à l'idée d'affronter le désert dans l'autre sens avec des réserves qui sont insuffisantes, Joseph a de quoi être effrayé, car il le sait bien, il est impossible, notamment à cause de la perte de nombreux chameaux, impossible de transporter tous les vivres qu'on a conservés dans le camp. Alors, comme ses camarades, Joseph prend ce qu'il peut et il se focalise sur la denrée la plus précieuse dans ces régions désertiques et tellement chaudes. Il se concentre sur l'eau. Et voilà la colonne qui se reforme,
qui quittent le Hogar en pleine nuit. Il faut profiter de la fraîcheur pour avancer, car dès que le soleil apparaît, la chaleur devient insupportable. La mort rôde autour de l'expédition, et pour ceux qui en doutaient encore, elle n'a pas fini de frapper. Ainsi, 3 tirailleurs perdus, dont on n'avait pas de nouvelles, ne retrouvent leurs camarades que pour mourir à leurs pieds. Ils sont littéralement terrassés d'épuisement. Dès lors, les hommes se lancent des regards apitoyés qui semblent vouloir dire « Alors, maintenant, à qui le tour ?» La question est d'autant plus légitime que la situation ne va pas en s'arrangeant. Le 20 février, aux premières lueurs du jour, voilà qu'un éclaireur de l'expédition arrive à toute vitesse sur sa monture. Il a l'air inquiet, il s'approche du lieutenant de Dianou. Joseph, hissé sur un chameau tout près d'eux, tend l'oreille, mais il n'a pas trop de mal à entendre. Voilà ce que dit l'éclaireur. « Des traces, j'en suis sûr, ce sont eux. Les Touaregs, ils nous suivent à distance. Ils attendent qu'on n'ait plus la force de lutter pour se jeter sur nous. » Là, il y a de quoi frémir. Joseph doit bien se rendre à l'évidence. Pour lui et pour ses camarades, le cauchemar ne fait que commencer. Bref, notre sergent breton a beau essayer de ne pas trop y penser, les mêmes obsessions reviennent à son esprit, le manque de vivre, les gourdes qui se vident, et puis les Touaregs, cette menace invisible, mais qu'on devine là toute proche. Et puis il y a l'immense plaine désertique d'Amagkor, dans laquelle on pénètre le 23 février. Ça, c'est l'enfer aride, vous savez, avec ces sables qui brûlent la plante des pieds, où le soleil ardent peut faire perdre la raison. Le lieutenant de Dianou a beau encadrer sa troupe avec une belle fermeté, il peine à maintenir la cohésion. Des hommes épuisés traînent en arrière, quand d'autres, pressés de sortir de la fournaise, auraient plutôt tendance à accélérer le rythme. La faim agite les esprits, des disputes éclatent, des chameliers refusent obstinément qu'on tue leurs chiens et ils hurlent « On a besoin d'eux pour se défendre, ce serait une folie de continuer sans eux ». Au bout de 2 jours de cet enfer, alors que les estomacs sont vraiment cris famine, il faut s'y résoudre. Les chiens sont quand même égorgés et quelques jours plus tard, c'est même un chameau qu'on abat. Les hommes se jettent littéralement sur cette nourriture riche jusqu'à s'en rendre malades. Au 7e jour, dans la terrible plaine d'Amagkor, les Touaregs commencent à se montrer sur la ligne d'horizon. Là voilà la menace, maintenant on l'a sous les yeux. Et Joseph s'interroge, est-ce le signe qu'ils vont attaquer? Quelques-uns finissent par approcher. Joseph saisit son fusil, il est prêt à dégainer. Il est peut-être faible, mais il n'a pas l'intention de se laisser tuer sans résistance. Seulement là, surprise, les Touaregs portent un drapeau blanc. Ils souhaitent juste parlementer. Le lieutenant de Dianou envoie donc un émissaire à leur rencontre et ce que veulent les Touaregs, c'est récupérer 4 chameaux que les membres de la mission Flatters auraient volés, disent-ils. Dianou trouve un compromis, il accepte de les payer un bon prix. Les Touaregs vont donc repartir sans trop s'éloigner. Toutefois, on les reverra plusieurs fois dans les jours suivants sans bien saisir quelles sont leurs intentions. Moi, je commence à les deviner, leurs intentions. Bientôt, un peu de réconfort, Joseph et ses camarades, complètement épuisés, atteignent un point d'eau. Les réserves d'eau sont renouvelées, ça c'est formidable. Des animaux sauvages peuvent être chassés. Ça fait du bien avant de repartir. Encore 5 jours et l'éprouvante traversée de la plaine d'Amagkor va se terminer. Dans la colonne de l'expédition, certains sentent un soulagement poindre. Le pire est peut-être passé après tout. Mais les tirailleurs font grise mine. C'est maintenant que les Touaregs vont nous attaquer, pense-t-il. Alors, quand on voit à nouveau un groupe agiter un drapeau blanc, certains se méfient. Les Touaregs se montrent pourtant conciliants. Ils expliquent qu'ils possèdent des dattes en quantité qui sont prêts à en fournir. Le soir même, chacun se jette avec avidité sur cette manne du désert. Les dattes ne sont pas très bonnes, elles sont pleines de sable, peu importe à vrai dire, ça fait un bien fou de se mettre quelque chose sous la dent. Seulement ce repas inespéré est suivi d'une catastrophe. Un vent de folie se met à souffler sur le camp. Alain Reynac raconte, les hommes se mirent à courir en tous sens, les uns s'enfuirent avec des gestes de dément, les autres tombèrent à terre en proie à d'étranges convulsions. Le camp entier retentissait de hurlements, des tirailleurs se jetaient sur les sentinelles ou se tordaient sur le sable. Les rares hommes qui conservent à peu près la raison se rendent à l'évidence, les dattes évidemment étaient empoisonnées.
Alors ils tentent d'empêcher les plus déments de se perdre dans le désert, ils les font vomir. Joseph fait partie des victimes du poison. Pendant sa crise de folie, il se coupe violemment le pied, une très vilaine blessure, de quoi sérieusement le gêner pour la suite de la marche. Quelques heures plus tard, alors que le calme est quand même revenu, le constat est terrible. 5 hommes ont disparu. Tant pis, le danger est trop grand. Il faut repartir au plus vite en abandonnant ces 5 compagnons à leur sort. Et à nouveau, en chemin, on s'inquiète. Joseph a mal. Autour de lui, plusieurs hommes ne sont pas bien remis du désastre de la veille. Leur esprit est embrouillé, leurs gestes sont maladroits. Si les Touaregs attaquaient maintenant, ce serait terrible. Or, justement, alors qu'on approche d'une source, on s'aperçoit qu'ils en bloquent l'accès. Là maintenant, ça va être le combat. Cette fois, il va vraiment falloir se battre. Les hommes les plus en forme, dont Joseph, se mettent en avant, à couvert, mais leurs armes prêtes, bien entendu. Les tirs partent. Plusieurs Touaregs s'effondrent sur le sable. Leurs chefs comprennent qu'il vaut mieux ne pas s'engluer dans ce combat en face à des hommes qui sont encore bien armés. Les hommes du désert prennent la fuite. Ils se dissimulent à bonne distance. Ce n'est que pour changer de stratégie, évidemment. Les 5 hommes qui ont disparu, en fait, sont des otages que les Touaregs vont menacer d'exécuter. Ça choque, bien entendu, tout le monde. Et ils les exécutent sous les yeux impuissants des survivants de la mission Flatters, dont le lieutenant de Dianou, d'ailleurs, qui, sous le choc, se lève brusquement. Ça, c'est une erreur, car ils se mettent à découvert. Il ne faut que quelques secondes pour que plusieurs balles le touchent mortellement. Et c'est un combat qui s'ensuit, intense, meurtrier. Finalement, les Touaregs vont se retirer, on souffle un peu, les hommes épuisés se regardent les uns les autres. Qui est mort, qui est vivant, vous savez, la mission Flatters est réduite à 34 hommes maintenant, dont un seul Français. C'est Joseph, c'est donc lui désormais du haut de ses 27 ans qui va mener le reste de l'expédition pendant le millier, je dis bien le millier de kilomètres qui restent à parcourir. L'urgence, c'est d'avancer, la troupe s'enfonce dans le désert, très vite la faim, la soif vont de nouveau se faire sentir. Et puis n'oubliez pas que notre Joseph, il a une terrible blessure au pied, ouais. On va faire des sacrifices, on est obligé de tuer des chameaux, et puis bientôt il ne reste plus qu'un chameau. Et évidemment, il va falloir trouver d'autres sources de nourriture. On a raconté ici un certain nombre de fois des missions de survie terribles. Et vous savez jusqu'où on peut aller dans ce genre de circonstances. Il reste quelques jours de marche seulement avant de trouver du secours. Joseph a plus mal que jamais, mais il se bat avec courage. Il continue de mener ses hommes, malgré des tensions qui maintenant sont devenues presque insurmontables. La nuit, il sent la douleur le lancer, sa tête brûle, sa raison s'embrume, et pourtant il faut repartir, il faut marcher encore vers ce but aux allures de mirage. Joseph fait peine à voir, il est victime d'hallucinations. Sa faiblesse laisse peu de doute sur ses chances de survie. Il est vaincu par la douleur, il s'écroule dans un coin de désert et un tirailleur accourt vers lui. Il y a sûrement encore quelque chose à faire, mais un autre le retient. Non, c'est terminé. L'homme prend son revolver, il le pointe sur Joseph, il tire. L'aventure du sergent breton se termine là, sur le sol brûlant d'une terre tellement lointaine. Il avait 27 ans et, détail cruel, il n'était plus si loin du but. Finalement, 2 jours après, seuls 12 survivants parviennent au terme de ce voyage tragique, des hommes qui ressemblent à des cadavres, qu'il faut vite entourer des soins les plus attentifs. Ils resteront comme les témoins de cette terrible mission Flatters, dont le souvenir est destiné à hanter les esprits pour longtemps.